Certains mensonges ne durent qu'un instant, d'autres finissent par devenir une vie entière à côté de la vraie. Mais que devient celui qui finit par habiter ce second monde? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clinique du crime. Ici, nous cherchons pas seulement à comprendre ce qui s'est passé, nous essayons surtout de comprendre ce qui se joue. Aujourd'hui, un fragment clinique. L'affaire Jean-Claude Roman a déjà fait l'objet d'un épisode complet disponible dans le catalogue Clinique du crime. Aujourd'hui, je vous propose autre chose. À partir de cette affaire, nous allons explorer une question qui la dépasse largement. Comment survit-on psychiquement à une double vie? Dans ces fragments cliniques, on ne revient pas sur les faits pour tenter d'expliquer un crime. Les faits divers agissent parfois comme une loupe. Ils rendent visibles de façon spectaculaire des mouvements de la vie psychique que nous pouvons tous rencontrer sous des formes infiniment plus ordinaires. Les actes sont exceptionnels, les questions, elles, sont profondément humaines. Alors, revenons au début. Il est un peu plus de 8 heures du matin. Jean-Claude Roman embrasse sa femme. Il souhaite une bonne journée à ses enfants, il prend ses clés, il ferme doucement la porte, il descend jusqu'à sa voiture, il s'installe derrière le volant, le moteur démarre. Comme chaque matin, sa famille pense qu'il part travailler. Depuis des années, elle le croit médecin à l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, aucun bureau ne l'attend. Aucun collègue, aucun patient. Les faits établis montrent qu'il passait alors ses journées à errer, notamment dans les environs de l'Organisation mondiale de la santé. Il marche, il lit, il attend que les heures passent. Puis vient le soir, il reprend sa voiture, il rentre chez lui, il retrouve sa famille et raconte sa journée. Une journée qui n'a jamais existé. Puis le lendemain, tout recommence. Le surlendemain aussi. Puis le jour suivant, puis celui d'après. Pendant près de 18 ans, cette scène est devenue célèbre parce qu'elle précède l'une des affaires criminelles les plus marquantes de ces dernières décennies. Mais aujourd'hui, détournons un instant notre regard des crimes. Car une autre question se dessine derrière cette histoire. Une question beaucoup plus silencieuse. Comment un être humain peut-il habiter deux mondes pendant près de 18 ans? Pendant longtemps, l'affaire Jean-Claude Roman a été racontée comme l'histoire d'un immense mensonge. Et c'est vrai. Mais cette lecture ne suffit peut-être pas, car un mensonge est un acte, une double vie est une organisation. Un mensonge peut tenir dans une phrase, une double vie exige qu'un monde entier reste cohérent. Une phrase se prononce une fois, un monde entier, lui, doit rester debout tous les jours. C'est peut-être là que commence le vertige. Nous imaginons souvent le mensonge comme un instant, un moment où l'on cache une vérité, puis la vie reprend son cours. Mais ici, la vie ne reprend jamais son cours. Le mensonge accompagne le réveil, les appels téléphoniques, les repas en famille, les vacances, chaque conversation, chaque détail, chaque imprévu. Tout doit continuer à s'accorder avec cette réalité inventée. Petit à petit, on ne protège plus seulement un mensonge, on protège un monde entier. Et un monde possède ses propres règles, ses habitudes, ses personnages, ses horaires, ses souvenirs. Jean-Claude Roman ne devait pas seulement dire qu'il était médecin, il devait vivre comme un médecin, parler comme un médecin, raconter ses journées de médecin, se souvenir de ce qu'il avait raconté la veille, imaginer ce qu'il raconterait le lendemain. Il ne pouvait presque jamais improviser. Chaque réponse devait rester compatible avec toutes les précédentes. Une seule incohérence pouvait commencer à fissurer l'ensemble. Au fil des années, cette réalité parallèle devient de plus en plus complexe. Alors, une autre question apparaît. Comment fait-on pour habiter deux mondes à la fois? Le monde que tout le monde voit et celui que personne ne doit jamais découvrir. Parce que vivre une double vie, ce n'est pas seulement mentir aux autres, c'est aussi passer continuellement d'un univers à l'autre. Le matin devenir médecin, le soir redevenir le mari, le père, puis recommencer encore et encore.
le véritable coup psychique, ne réside peut-être pas dans le mensonge lui-même, il réside dans ces passages incessants, dans cette obligation de franchir chaque jour une frontière invisible, une frontière que personne ne voit, mais qui finit peu à peu par organiser toute une existence. Et cette idée ne concerne pas seulement Jean-Claude Roman. Les crimes qu'il a commis sont exceptionnels, ils appartiennent à son histoire. Et c'est cette question qui va maintenant nous conduire vers un concept clinique fascinant. Tout à l'heure, nous avons laissé Jean-Claude Roman au volant de sa voiture. Chaque matin, il quittait un premier monde. Le soir, il y revenait. Entre les deux, un autre monde existait, invisible, silencieux. Depuis longtemps, cette coexistence de deux réalités intrigue les cliniciens. Comment un être humain peut-il vivre pendant des années entre deux mondes incompatibles, sans que l'un ne fasse définitivement disparaître l'autre? Avant d'aller plus loin, une précision. J'utilise ici l'expression double vie dans un sens très large. L'histoire de Jean-Claude Roman est singulière. On parle habituellement de double vie lorsqu'une personne mène deux existences bien réelles, maintenues séparées. Dans son cas, la seconde était en grande partie construite sur une fiction. Mais sur le plan clinique, la question reste la même. Comment le psychisme peut-il organiser durablement deux réalités qui ne doivent jamais se rencontrer? C'est ce fonctionnement qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est cette question que Freud aborde à la fin de sa vie. En 1938, dans la scission du moi dans le processus de défense, il décrit une possibilité étonnante du fonctionnement psychique. Nous imaginons souvent que lorsqu'une réalité devient insupportable, le psychisme cherche à le faire disparaître. Freud montre que ce n'est pas toujours ce qui se produit. Il arrive parfois qu'il choisisse une autre solution. Les deux réalités demeurent présentes, aucune ne l'emporte véritablement sur l'autre. Elles continuent d'exister en parallèle. Alors pourquoi une telle organisation? Parce que le psychisme n'a pas pour mission première de dire la vérité. Sa première fonction est de continuer à fonctionner. Lorsque deux réalités deviennent impossibles à réconcilier, il peut parfois préférer les maintenir séparées plutôt que de les confronter. Ce n'est pas une preuve de force, c'est une tentative d'adaptation. Une manière de survivre à un conflit devenu psychiquement impossible à élaborer. Cette organisation possède pourtant un coût considérable, car les deux mondes ne peuvent rester séparés qu'à une condition, qu'ils ne se rencontrent jamais. Toute l'énergie psychique consiste alors à maintenir cette séparation, à éviter qu'une information appartenant au premier monde ne vienne contredire le second, à préserver la cohérence de chacun d'eux. Le secret prend ici une fonction très particulière. Il ne sert plus seulement à cacher une vérité, il devient ce qui permet à cette organisation psychique de continuer à tenir. On imagine souvent le secret comme un coffre fermé, mais il ressemble peut-être davantage à une frontière si fine qu'elle évoque presque une membrane. Elle ne fait disparaître aucun des deux mondes, elle évite simplement leur rencontre. Revenons maintenant à Jean-Claude Roman. Chaque matin, il quitte sa maison. Dans un premier monde, il est médecin. Son épouse le croit, ses enfants le croient. Ses proches organisent leur réalité autour de cette certitude. Puis la voiture disparaît au bout de la rue. Pendant plusieurs heures, un autre monde commence. Il n'y a pas d'hôpital, pas de collègues, pas de consultation. Il y a des routes, des parkings, des cafés, des bibliothèques, des heures passées à attendre. Puis vient le soir, tu reprends la route. Le premier monde réapparaît. Le lendemain, la même traversée recommence. Encore et encore. Le plus difficile à penser n'est peut-être pas le mensonge lui-même, c'est le travail psychique nécessaire pour maintenir ces deux mondes séparés. Chaque journée demande que rien ne vienne fissurer la frontière. Chaque conversation, chaque souvenir imprévu ou rencontre, une seule contradiction peut menacer l'ensemble de l'édifice. Et plus les années passent, plus cette frontière devient indispensable, car elle ne protège plus seulement un mensonge,
Elle protège l'organisation psychique tout entière. Elle permet à ces deux mondes de continuer à coexister. Toute organisation psychique a pourtant un prix, car ce qui protège au départ peut finir par enfermer. Pendant près de 18 ans, Jean-Claude Roman a vécu entre deux mondes. Mais cette histoire dépasse largement son cas, car les doubles vies existent, elles prennent des formes très différentes, elles ne reposent pas toutes sur un faux métier, elles ne conduisent évidemment pas toutes à un crime. Pourtant, elles semblent parfois suivre un même mouvement. Au début, il y a souvent un premier écart, un premier mensonge, un premier silence, une vérité que l'on repousse. On se dit que l'on expliquera plus tard, que le moment n'est pas le bon, que l'on va d'abord régler la situation, que demain sera plus simple qu'aujourd'hui. Puis le temps passe, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, parfois des années. Et presque sans que l'on s'en aperçoive, quelque chose change. Le secret ne protège plus seulement un événement, il protège tout ce qui s'est construit depuis. Plus une double vie dure, puis devient difficile d'en sortir. Non parce que la vérité change, mais parce que les conséquences deviennent de plus en plus importantes. Au début, dire la vérité, c'est reconnaître un mensonge. Puis, il faut expliquer les autres mensonges. Chaque absence, chaque histoire racontée, chaque décision prise à partir de ce premier mensonge, chaque personne qui a cru, chaque confiance accordée, chaque projet construit sur cette réalité. Chaque année ajoute une nouvelle couche, une nouvelle explication à donner, une nouvelle peur, une nouvelle perte possible. Alors, peu à peu, le mensonge inquiète moins que ce que la vérité risque désormais d'emporter avec elle. Une relation, une famille, une place, une réputation, une identité, parfois même une existence entière. C'est sans doute ainsi que certaines doubles vies se prolongent bien au-delà du moment où elles auraient pu encore s'arrêter. Non parce qu'il devient plus facile de mentir, mais parce qu'il devient de plus en plus difficile de revenir en arrière. Et le paradoxe est là. Au début, le secret protège une vie, puis lentement, c'est cette vie qui finit par dépendre du secret. À partir de ce moment, on ne redoute plus seulement de révéler une réalité, on craint de voir disparaître tout un monde. Et c'est peut-être ce qui rapproche les doubles vies. Leur contenu est infiniment variable, les histoires ne se ressemblent pas. En revanche, leur organisation peut parfois suivre une logique commune. Deux mondes, une frontière, et l'effort permanent pour empêcher leur rencontre. Chez certains, ces deux mondes concernent une relation, chez d'autres une identité, chez d'autres encore une existence parallèle construite au fil des années. Les formes changent. Le mouvement psychique, lui, peut parfois se ressembler. C'est sans doute à cet endroit que l'affaire Jean-Claude Roman cesse d'être seulement une affaire criminelle. Elle devient une loupe, une manière d'observer dans sa forme la plus extrême un mouvement psychique que l'on peut retrouver sous des formes infiniment moins dramatiques dans d'autres trajectoires humaines. Les doubles vies nous parlent souvent du mensonge. Pourtant, la clinique invite peut-être à déplacer légèrement notre regard. Et l'affaire Jean-Claude Roman nous rappelle peut-être une chose essentielle, le psychisme ne choisit pas toujours la solution la plus conforme à la réalité. Il cherche d'abord la solution qui lui permet de continuer à fonctionner. Parfois, cette solution protège. Elle permet de différer un effondrement. Elle maintient un équilibre devenu fragile. Mais aucune solution psychique n'est sans coût. Lorsqu'elle ne peut plus évoluer, lorsqu'elle devient rigide, elle finit parfois par exiger une énergie considérable pour être maintenue. Le sujet ne protège alors plus seulement un mensonge, il protège une organisation psychique devenue indispensable à son équilibre. C'est sans doute là que réside le véritable coût d'une existence construite autour d'un secret, non dans le mensonge lui-même, mais dans le travail permanent qu'il impose au psychisme pour empêcher deux réalités de se rencontrer. Les crimes commis par Jean-Claude Roman restent irréductibles à ce mécanisme, ils ne peuvent être expliqués par une seule théorie. En revanche, cette affaire nous permet d'observer dans une forme extrême jusqu'où peut parfois conduire une organisation psychique lorsque toute son économie
repose sur le maintien d'une frontière devenue vitale. Elle nous laisse alors avec une question. À partir de quel moment un secret cesse-t-il de protéger un événement pour devenir le point d'équilibre de toute une existence? Merci d'avoir écouté ce fragment clinique. Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir l'affaire Jean-Claude Roman dans son intégralité, l'épisode complet est disponible dans le catalogue de Clinique du crime. Vous retrouverez chaque mardi un nouveau fragment clinique consacré à une question de psychologie à partir d'une grande affaire criminelle. Et en fin de semaine, une rediffusion d'un épisode du catalogue. Si ce podcast vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire. C'est ce qui permet à Clinique du crime de continuer à grandir et d'être découvert par de nouveaux auditeurs. Merci de votre écoute. À très bientôt dans Clinique du crime.